Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal sur CCTV français. On commence tout de suite avec la Chine. Une cérémonie s'est tenue hier matin dans la ville méridionale chinoise de Shenzhen afin de rendre hommage aux victimes du glissement de terrain meurtrier qui s'est déroulé dans un parc industriel de la ville. Au moins 4 personnes ont été tuées et on dénombre au moins 70 personnes disparues. Les autorités ont confirmé que la tragédie était due à un accident concernant la sécurité des travaux et non pas à une catastrophe d'origine géologique. Et les autorités ont ainsi présenté des excuses publiques. La cérémonie d'hommage a débuté à 11h40 du matin, l'heure à laquelle le glissement de terrain a touché le parc industriel dimanche dernier. Les secouristes et les représentants locaux ont observé 3 minutes de silence en mémoire des victimes. Après cet hommage silencieux, les opérations de recherche ont repris. Zhongbo a fait partie des premiers groupes d'excavateurs à se rendre sur le site. Dégager la boue et localiser les bâtiments enterrés reste sa principale priorité. Nous faisons des rotations afin de garantir que les opérations de recherche fonctionnent 24 heures sur 24. L'un des tours est de 12 heures, de 18 heures à 6 heures du matin. Plus de 5000 secouristes, dont plus de 700 excavateurs, luttent contre la montre pour détecter des signes de vie. Mercredi matin, les secouristes ont réussi à sortir vivant des décombres un jeune homme prénommé Tian Zeming et qui était resté coincé sous terre pendant 67 heures. Il a été immédiatement transféré à un hôpital proche et se trouve à présent dans un état stable. J'ai trouvé une bouteille d'eau et un paquet d'Anka, donc j'ai pu survivre. J'ai entendu le son de la perceuse et j'ai alors su que quelqu'un se rapprochait pour me sauver. Je suis si heureux et reconnaissant aux sauveteurs. 2 des 17 personnes blessées qui ont été soignées à l'hôpital ont pu en sortir, mais on compte encore au moins 70 personnes disparues. Les autorités viennent en aide aux familles des victimes en fournissant des aides personnalisées pour assurer soutien psychologique, conseil judiciaire et autres services. Le glissement de terrain a recouvert une vaste zone d'une superficie de plus de 380 000 m², soit l'équivalent de 50 terrains de football. Zhou Qingfeng a participé à plusieurs opérations de secours pour des catastrophes majeures, notamment le glissement de terrain de Zhouchu en 2010 et le séisme de Lushan en 2013. Mais selon lui, cette opération est la plus difficile de toutes. C'est très difficile de repérer où se trouvent les personnes disparues. Elles ont été enterrées profondément dans les bâtiments qui ont été déplacés et détruits par la grande quantité de boue et de déchets de construction. Zhou Qingfeng a assuré que les équipes continueraient leurs efforts tant qu'il y aura de l'espoir. 6 jours après l'accident, l'équipe des enquêteurs du Conseil des affaires d'État a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe d'origine géologique, mais d'un accident lié à la sécurité des travaux. Les autorités locales ont présenté vendredi soir leurs excuses aux familles des victimes. Le comité municipal du Parti communiste chinois de Shenzhen et le gouvernement de la ville expriment leurs sincères condoléances à toutes les familles des victimes et présentent leurs excuses sincères aux familles, aux blessés et à toutes les personnes affectées, ainsi qu'à la société dans son ensemble. L'administration d'État va ouvrir une enquête sur l'accident dans les plus brefs délais. Les personnes responsables seront condamnées en accord avec la loi et réglementation. L'accélération du développement urbain a provoqué l'amoncellement d'une énorme quantité de déchets provenant de travaux de construction. Les experts estiment que ce glissement de terrain meurtrier de Shenzhen met en lumière les déversements illégaux de déchets et les contrôles défaillants. Les autorités de Shenzhen ont décidé d'inspecter soigneusement les menaces similaires à travers la ville. Les autorités ont débuté la gestion de l'impact à long terme du glissement de terrain. Les 34 bâtiments détruits ne seront plus utilisables et les entreprises qui y résidaient se sont vues demander de redémarrer leurs activités ailleurs. Le parquet populaire suprême de Chine a annoncé qu'il ouvrirait une enquête sur le glissement de terrain qui a eu lieu à Shenzhen suspectant des pratiques frauduleuses. Des procureurs du parquet populaire suprême ainsi que du parquet local de la province du Guangdong formeront une équipe spéciale pour mener cette enquête. Les procureurs travailleront également avec une équipe d'enquêteurs du Conseil des affaires d'État pour traiter des délits tels que abus de pouvoir, manquement aux devoirs et détournement de la loi pour des intérêts personnels. Et toujours en Asie, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il rencontrerait son homologue japonais à Séoul pour discuter de la question des femmes de réconfort, un euphémisme japonais pour les esclaves sexuels durant la Seconde Guerre mondiale. 기시다 후미오 일본 외무대신이
Le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida effectuera une visite d'une journée lundi 28 décembre en Corée du Sud. Il s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères Yoon Byung-se et échangeront leurs avis sur des affaires d'intérêt commun et des questions en suspens entre les deux pays, dont celle des femmes de réconfort. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé cette visite après que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé à Kishida de se rendre sur place pour rechercher une avancée sur la situation. Le secrétaire en chef du cabinet japonais Yoshihide Suga a répété qu'il n'y avait aucun changement quant à la position du Japon sur la question des indemnisations telles que prévues dans un traité bilatéral de 1965. Mais le quotidien économique Nikkei a indiqué que le Japon pourrait proposer un fonds soutenu par le gouvernement en vue d'aider les anciennes esclaves sexuelles dans le cadre d'un possible accord. Après que des tireurs et des kamikazes ont tué 130 personnes lors des attaques du 13 novembre à Paris, une controverse fait maintenant rage en France quant au plan du gouvernement français de déchoir de leur nationalité française les binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme. Cette décision pourrait à présent avoir un impact important sur de nombreux citoyens d'Afrique de l'Ouest qui, en raison des liens de leur pays avec leurs anciens colonisateurs, ont la double nationalité. Partons au Sénégal interroger des habitants sur la nouvelle mesure. Que la France se souvienne, en 1914, lorsqu'il fallait venir en Afrique et prendre des tirailleurs sénégalais, solliciter même les tirailleurs sénégalais, que la France se souvienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions là-bas à défendre la Marianne. Je pense qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'ils ne veulent pas de ces Africains. Ici en Afrique, nous accueillons cette décision impopulaire et nous disons non à la France, et nous disons non à la France, et nous disons non à la Marianne. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et je crois qu'on va les suivre et voir ce que ça, en fait sera la suite. C'est une mesure qui n'est pas du tout admissible. Dans la mesure où ce sont des gens qui sont, la plupart d'entre eux sont nés en France ou bien ce sont des enfants immigrés. Donc ils ont acquis la nationalité française. Actuellement, on ne peut pas leur interdire, on ne peut pas leur retirer cette nationalité sous prétexte qu'on est en train de combattre le terrorisme. C'est une question qui ne peut pas du tout régler le terrorisme, mais ça entraînera une radicalisation, mais aussi une rancune et une rancœur. Pour moi, la décision, c'est pas normal, c'est une fausse décision. La France, il aurait pensé avant de prendre cette décision-là parce que c'est grâce aux Africains, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens et tous les Africains, grâce à eux, que la France a été libérée. Et c'est grâce à eux que la France a été reconstruite après la guerre du monde, la guerre mondiale. Pour moi, c'est une fausse décision. Ça va nouer les relations entre la France et l'Afrique, toute l'Afrique, sans exception. Et on continue ce journal avec des nouvelles dans le monde de l'économie. Après 800 jours de préparation, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a été officiellement créée vendredi dernier à Beijing. La nouvelle institution devrait commencer son exploitation à partir du début de l'année prochaine. Comme son nom l'indique, la BAII financera des projets d'infrastructures tels que la construction de nouveaux aéroports, de tours d'antennes pour téléphones mobiles, mais aussi des nouvelles autoroutes et lignes de chemin de fer à travers toute l'Asie. La banque nouvellement créée, dont le siège se situe à la capitale chinoise, compte à ce jour 57 membres. Reportage. Voici une nouvelle institution de plus dans le système financier mondial pour stimuler davantage la croissance économique globale et la bonne gouvernance. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a vu officiellement le jour juridiquement vendredi dernier. L'idée avait été proposée en premier lieu par le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang à la fin de l'année 2013. Et les potentiels membres fondateurs avaient signé les articles de l'accord visant la constitution future de la nouvelle structure le 29 juin dernier à Pékin. Les derniers éléments nécessaires à la création officielle de la BAII ont tous été réunis. Nous avons désormais 17 pays engagés dans le processus de ratification et leur part du capital dépasse la barre des 50%. La BAII est donc officiellement créée. La banque s'est fixée comme objectif de financer des grands projets d'infrastructures tels que son nom l'indique, mais à côté du financement d'infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, la Chine espère que la banque permettra d'insuffler un nouvel élan dans la réforme de la gouvernance de l'ordre économique mondial actuel. La création de la BAI est un événement majeur pour la réforme de la gouvernance économique globale actuelle.
En tant que structure nouvellement établie, elle entre de plein pied dans le système existant des nombreuses agences multilatérales actuelles. Elle apportera par ailleurs le financement nécessaire à la construction d'infrastructures et augmentera le niveau de coopération avec les institutions déjà en service pour atteindre des résultats plus importants. Cette nouvelle institution est née au XXIe siècle. Naturellement, elle utilisera les méthodes de gouvernance les plus avancées de son temps. La gouvernance de cette institution est basée sur les agences multilatérales déjà existantes, qui ont plus de 70 ans d'expérience en la matière. La création de la BAI marque une avancée majeure pour la réforme de l'ordre économique mondial actuel, sans pour autant prétendre le renverser. La banque est actuellement en pleine phase de recrutement, de passage en revue des premiers projets potentiels et en phase finale de levée de fonds auprès de ses membres. Lors du premier conseil d'administration qui aura lieu au milieu du mois de janvier prochain, les principaux dirigeants de la banque tels que le président ainsi que ses nombreux vice-présidents seront élus. Par ailleurs, le cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront discutées dans les domaines du développement, des ressources humaines et des financements sera également discuté lors du premier conseil d'administration. L'île de Taïwan maintenant, les 3 candidats aux élections 2016 des dirigeants de l'île ont participé au premier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocrate d'opposition, ainsi que James Song du Parti Le Peuple d'abord, ont eu chacun leur tour 3 fois 10 minutes pour exposer leur projet politique. On les écoute. Les relations avec la partie continentale de Chine étaient au cœur du débat. Tsai Ing-wen a rappelé que ce thème ne devait pas être utilisé comme un instrument électoral pour remporter le plus de suffrages. Je crois sincèrement qu'aucun des partis engagés ne doit utiliser le thème ultra-sensible des relations transdétroites comme instrument électoral pour remporter le scrutin. Mais Eric Chu n'a pas hésité à rappeler que c'était exactement ce que Tsai Ing-wen avait fait lors de la campagne des élections 2012. Lors des élections 2012, vous avez rompu le consensus de Taïwan pour gagner les élections. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas encore ce que le consensus de Taïwan signifie. Vous n'avez pas hésité à changer d'avis et à appeler au statu quo. Sur le même sujet, James Song a déclaré que quelle que soit la rive du détroit, il y aura toujours une seule et même famille. Il a par ailleurs insisté sur la promotion d'une meilleure communication entre les deux parties. L'économie était un autre thème principal du débat. Eric Chu en a profité pour rappeler ses résultats obtenus en tant que magistrat du comté de Taoyuan. J'en profite pour rappeler que le comté de Taoyuan faisait face à un défi financier colossal, pouvant conduire à une faillite potentielle. Nous avons tout fait pour attirer les investissements et améliorer l'efficacité du système de gouvernance locale et augmenter le niveau global des compétences. Ainsi, le comté de Taoyuan est passé d'un comté potentiellement en faillite à une zone industrielle prospère. La candidate Tsai a balayé d'un revers de la main les arguments de son adversaire, en rappelant que personne n'avait tiré profit de ce changement. Actuellement, beaucoup de personnes luttent pour s'en sortir. Le nombre de personnes qui tentent de joindre les deux bouts est peut-être plus important que ceux qui ont réussi dans notre société. Ils n'habitent peut-être pas dans le nouveau Taipei ou dans le comté de Taoyuan, mais je peux vous assurer qu'ils sont partout ailleurs à Taïwan. Tsai Ing-wen a également profité de l'occasion pour interroger le candidat du Kuomintang sur le plan de son parti pour le développement à long terme de l'île. Elle a déclaré que les gens souffriront encore si les membres du gouvernement continuent à ne regarder que leur nombril. Eric Chu, quant à lui, a rétorqué en indiquant que la jeunesse de Taïwan était déjà sur la bonne voie. Le candidat a insisté sur le fait que le jeune Taïwanais était déjà engagé dans la vague d'innovation en réalisant jour après jour des avancées significatives. Et restons à Taïwan. Les médias locaux rapportent que le nombre de touristes de la partie continentale de Chine en visite sur l'île de Taïwan pourrait être limité suite aux résultats des élections. Certains experts rappellent que si les élections ont pour conséquence de s'écarter du consensus de 1992, qui est le fondement de la confiance mutuelle transdétroit, l'industrie touristique de l'île subirait inévitablement des effets néfastes à court terme. Et voici leurs arguments.
Nos 3 candidats doivent garantir la confiance mutuelle qui est le fondement partagé par les 2 rives du détroit. Cette confiance mutuelle a été confortée cette année par la rencontre entre Ma Ying-jeou et le président Xi Jinping. Le consensus de 1992 est la base d'une politique commune. Une fois ce consensus mis à mal, les fondements politiques de la confiance mutuelle seront sérieusement affectés et les échanges subiront une baisse considérable, ce qui pénalisera en premier lieu l'industrie touristique de l'île. Toujours en Chine, l'hiver marque le début de la saison de pêche au lac Chagan dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. Des techniques vieilles de plus de 2000 ans sont utilisées pour pêcher du poisson. Le lac Chagan, d'une superficie de presque 500 mètres carrés, est l'un des plus grands lacs d'eau douce en Chine. Chaque hiver, les pêcheurs, sous des températures allant de -20 à -30 degrés, utilisent des techniques vieilles de plusieurs siècles qui consistent à découper la glace et ensuite lancer leurs filets. Tandis que la plupart des habitants dorment encore, les pêcheurs mongols chevauchent leurs chevaux en direction du cœur du lac Chagan pour y trouver le cadeau de la nature. Les pêcheurs découpent plusieurs trous autour du lac, ensuite accrochent et tirent le filet de pêche à travers les trous. Le filet est enfin en place. Le dernier trou est utilisé pour récupérer les poissons emprisonnés. La règle générale qu'il faut suivre pour survivre sur ce lac gelé est « la sagesse vient avec l'âge ». Je sais quand un poisson est un mâle ou une femelle, et même le nombre d'arêtes de chaque type de poisson. À midi, une journée de travail est presque terminée. Plusieurs dizaines de milliers de poissons frais du lac Chagan ont été pêchés. Cette récolte explique pourquoi le vieux capitaine respecte son équipage. Il n'existe pas de raccourci quand il s'agit de la pêche sur glace. Une bonne prise vient seulement avec l'expérience. Ainsi, quand le capitaine prend une décision, nous le suivons. Les habitants locaux espèrent préserver l'originalité et l'authenticité de ces techniques de pêche. Il y aura toujours plein de poissons pour les générations à venir. Après avoir rendu la liberté aux poissons durant l'été, nous les laissons grandir librement. Nous ne les nourrissons pas, parce que le lac est riche en éléments. L'écosystème ainsi que les méthodes anciennes de pêche nous sont vitales. Les pêcheurs savent depuis plusieurs siècles maintenant que le lac continuera de leur fournir ce dont ils ont besoin tant qu'ils préservent ce lieu. Au cours de la dernière décennie, durant cette période de pêche annuelle qui dure 40 jours, 150 000 kg de poissons sont pêchés. Après-demain aura lieu la cérémonie d'ouverture du festival de pêche sur glace. Nous aurons la chance d'assister à l'enchère du premier poisson pêché ce jour-là, l'année dernière. Le premier poisson a été vendu à un prix record de 58 000 $, un chiffre qui va certainement augmenter cette année. De plus, l'argent récolté durant les enchères sera utilisé pour protéger l'écosystème du lac et des zones environnantes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.